Je me présente rapidement. Bon, on a perdu suffisamment de temps. Wajdi Ben Rajab, je suis docteur en management. J'enseigne en Tunisie et à l'étranger depuis 2003. Ça fait un peu presque 15 ans maintenant. Je suis aussi entrepreneur. J'ai commencé ma carrière professionnelle à côté de l'enseignement en tant que consultant. J'ai travaillé sur plusieurs projets avec des organismes publics et privés. Et en 2010, je me suis mis à mon propre compte. Donc j'ai cofondé plusieurs entreprises dans le e-learning, dans les sondages en ligne, dans la recherche marketing en ligne. J'ai été aussi représentant d'une grande marque d'évaluation psychométrique entre 2013 et 2015. Et récemment, j'ai cofondé avec un ami un site qui s'appelle ifred.tn, qui est la première plateforme de transport collaboratif de marchandises en Tunisie et qui a récemment gagné le prix Orange de l'entrepreneur social. On a gagné le prix national et on a aussi gagné le prix international Orange d'entrepreneurs innovants et social, Afrique et Moyen-Orient. Donc voilà. Donc tout le long de ma carrière, j'ai commencé ma carrière comme vous. La première expérience que j'ai eue, c'était en 2001, lorsque j'ai terminé mes études. Et j'ai été recruté en tant que responsable commercial et marketing dans une société tuniso-suisse qui commercialise des logiciels pour les professionnels de la bourse. Donc j'ai passé mon premier entretien, on va dire. Et après, je me suis retrouvé de l'autre côté. Ça veut dire, j'ai fait faire des entretiens, j'ai sélectionné des gens, j'ai choisi des personnes, etc. Donc j'étais aussi bien de ce côté-là en tant que recrue, et aussi recruteur. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de partager mon expérience avec vous par rapport à ce qu'il faut faire pour le stage. Mais aussi, surtout, plus tard, vous allez terminer vos études un jour ou l'autre. Vous n'allez pas rester étudiant toute votre vie. Et donc, il faut décrocher un emploi. Et avec l'emploi, ça sera plus dur parce que j'ai compris, on m'a dit que c'est l'université qui va vous trouver des stages. Mais par rapport aux emplois, c'est vous que vous allez chercher votre emploi plus tard, votre job. Et donc, je vais vous donner des conseils qui vont vous servir aussi bien par rapport au stage que par rapport au recrutement plus tard, à l'embauche plus tard. Donc juste, je veux comprendre. Donc sur ma feuille, on me dit M2 CCA et M2 ISI. Donc j'ai les deux. Voilà, CCA c'est qui? D'accord, vous êtes majoritaire. Et vous êtes ISI, c'est ça. Informatique, ingénierie de système d'information. Très bien, très bien. De toute façon, c'est lié, la comptabilité, vous avez besoin des informations. Sinon, pas d'audit, ni rien du tout. Donc, vous êtes complémentaires. Bien. Donc, première question. Je vais arrêter de parler, je vais vous écouter un peu. Et pourquoi le stage? Quel est l'intérêt? Donc, pourquoi vous cherchez à faire un stage? Bien. Donc, votre camarade, elle est très pragmatique. On est obligé de faire un stage. Et donc, sinon, on ne peut pas valider le PFE. Très bien, c'est juste. Mais supposons que ce n'est pas le cas. Par exemple, moi, lorsque j'étais étudiant, on n'était pas obligé de faire des stages. Et j'en ai fait des stages. J'ai fait des stages non rémunérés. J'ai fait des stages où j'ai travaillé pro bono, gratuitement, etc. Mais pourquoi, en fin de compte? Supposons que ce n'est pas obligatoire, comme c'est le cas. Pour vous, c'est obligatoire, ça je le sais. À quoi sert le stage? Très bien, c'est-à-dire d'avoir plus d'informations, plus de connaissances sur le milieu professionnel, oui. Est-ce que vous pensez que pendant un mois, par exemple, de stage, vous allez connaître l'entreprise? Bien, tout dépend de la personne et tout dépend de l'entreprise. Donc il y a des entreprises où pendant un mois, on va vous faire faire des photocopies et préparer le café et faire du classement et du rangement, malheureusement. D'accord? Il y a des entreprises où, dès le premier jour, on va vous mettre au vif du sujet et on va vous demander de faire des choses, etc. Moi, par exemple, dans mon entreprise, j'ai eu l'occasion, à un certain moment,
de prendre des stagiaires. J'en ai même pris ici de l'UIT. Bon, je ne le fais plus. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez un stagiaire et lorsque vous lui donnez des missions, il faut faire le suivi et il faut l'encadrer dans l'entreprise. Et des fois, ce n'est pas évident lorsqu'on est très pris avec nos tâches quotidiennes, etc., etc. Donc, on ne peut pas faire le suivi et l'étudiant, il a l'impression d'être lâché dans la nature, etc. Et donc, même dans l'entreprise où on prend les stages au sérieux, par exemple, nous, lorsqu'on a pris des stagiaires, on leur a confié des missions dans la recherche et développement pour travailler sur de nouveaux projets, pour préparer des documents qui vont nous servir plus tard pour développer un produit, etc. Et donc, il fallait écrire le cahier de charge. Et donc, ça, on l'a donné à un étudiant. Mais c'était quelque chose qui prenait beaucoup de temps parce que je devais me réunir chaque 2 jours avec le stagiaire et voir qu'est-ce qu'il a fait, et lui donner des conseils, etc. Et donc, ce n'est pas évident. En matière de comptabilité audit, le stage peut être dès le premier jour quelque chose de sérieux parce que vous allez appliquer ce que vous avez fait. D'accord? Même chose pour tout ce qui est système d'information, développement informatique, etc. On peut vous donner dès le début des choses bien concrètes. Donc le stage, comme a dit votre camarade, c'est l'occasion de connaître un peu l'entreprise. Mais moi, je suis convaincu qu'un mois, ce n'est pas suffisant. Pour moi, c'est mon avis personnel, le stage ne compte qu'à partir de 3 mois. Parce que comme je vous ai dit, ça va être superficiel. Et en fin de compte, le temps n'est pas important en soi, mais le temps, c'est la garantie que vous allez voir des choses. Et ces choses-là, leur probabilité d'émergence, les problèmes qu'on appelle l'expérience, c'est à travers le temps. C'est-à-dire plus vous passez du temps, plus vous avez l'occasion de rencontrer des problèmes et d'être confronté à des situations et vous allez faire des erreurs et vous allez apprendre comment faire ça de telle façon que lorsque vous rencontrez ce problème de nouveau, vous n'allez pas vous tromper, vous n'allez pas perdre du temps parce que vous êtes vacciné. Et c'est ça l'expérience. D'accord? Donc l'expérience, c'est le capital problème, etc. Mais en tant que recruteur, c'est intéressant de voir sur le CV des stages parce que même s'ils ne sont pas de longs stages, ça veut dire que ce sont des stages d'1 mois, pour moi, l'étudiant montre qu'il est curieux et qu'il a la prédisposition d'appliquer le savoir théorique dans la vraie vie et d'apprendre et de se surpasser. Et donc, c'est un gage de bonne volonté et de prédisposition à apprendre. D'accord? Donc, comme on l'a dit, excusez-moi, je n'ai pas branché le truc. Donc, le stage. Le stage, c'est, comme vous savez, vous êtes obligé de faire un stage parce que vous allez faire un PFE et le plan d'études exige que vous devez avoir un stage et préparer un projet de fin d'études. Le stage, c'est pour enrichir votre parcours en développant des compétences professionnelles. Donc vous allez voir comment ça se passe dans la vraie vie et comment se passe la vie en entreprise, qui n'est pas une vie rose. La vie en entreprise, elle est difficile, elle est faite de compétition, elle est des fois faite dans des entreprises, dans certaines entreprises de coups bas, de magouilles, etc. Et on va voir comment ça se passe pour ne pas avoir des illusions plus tard. Ça va permettre, et ça c'est important, de développer votre réseau. Le réseau, c'est très très important. Que veut dire un réseau? C'est un réseau relationnel, c'est-à-dire l'ensemble de personnes que vous connaissez. Lorsque vous allez travailler dans l'entreprise, vous allez connaître des gens qui travaillent dans l'entreprise, mais aussi des clients, des fournisseurs, etc. Et vous savez, actuellement en Tunisie et aussi partout dans le monde, la cooptation, c'est le principal moyen de recrutement. Vous savez ce que veut dire la cooptation? J'explique. La cooptation, par exemple, je ne sais pas, j'ai un poste que je veux satisfaire. Par exemple, je veux recruter une assistante commerciale. Je peux aller sur Internet, sur un site de recrutement et poster une annonce, telle entreprise a besoin, un profil, diplôme, etc. Envoyez votre CV sur telle adresse, etc. Ça, c'est possible. Ou je peux appeler une société de recrutement, genre Manpower, etc. J'ai besoin de tel, ils vont me poser des questions et ils vont puiser dans leur base de données et me proposer des candidats. Mais ils seront payés pour ça et on n'est pas sûr du résultat. Troisième solution qui est de plus en plus utilisée en Tunisie et qui est très utilisée dans les pays développés, aux États-Unis, au Canada, c'est la cooptation. Ça veut dire, je vais voir une personne qui se trouve dans mon organisation, dans mon entreprise, et je vais lui dire,
est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut être intéressante, cette personne-là, pour ce poste, puisque vous connaissez notre culture d'entreprise, vous connaissez notre travail, est-ce que vous êtes quelqu'un dans votre entourage, dans votre réseau, qui peut faire l'affaire? Et la personne, elle va dire oui, je connais quelqu'un, il y a quelqu'un qui a étudié avec moi, il y a quelqu'un qui a fait un stage avec moi, il y a quelqu'un que je côtoie dans tel ou tel endroit. Et la personne, elle obtient un rendez-vous, un entretien, elle a de grandes chances d'être recrutée parce qu'elle a coopté. Et ça, c'est le réseau. Plus vous connaissez des gens, plus vous créez des opportunités de trouver un stage, un emploi plus tard, des opportunités de carrière, etc. parce que les gens vous connaissent. Et c'est pour ça, par exemple, que les gens font de la politique. C'est pour ça que les gens, par exemple, font des activités associatives. Parce qu'ils veulent le faire, oui, mais aussi ça permet de créer un réseau. C'est pour ça que les gens, par exemple, participent à des challenges de création d'entreprises, etc. Donc le réseau, ça vous permet de créer un carnet d'adresses, voilà, et les gens vous connaissent et ils peuvent vous coopter. Aujourd'hui, aux États-Unis et au Canada, 2/3 des postes sont satisfaits, sont comblés à travers la cooptation. Ce n'est pas à travers les annonces et les chasseurs de tête. C'est à travers la cooptation, quelqu'un qui ramène quelqu'un. Donc le réseau, il est très important et l'entreprise et le stage en entreprise, c'est un bon moyen pour avoir le réseau. Et enfin, comme ça a été dit, connaître l'entreprise et en apprendre les codes, le jargon, le vocabulaire, comment ça se passe dans l'entreprise, quelles sont les choses qu'on doit faire, quelles sont les choses qu'on ne doit pas faire, etc., etc. Donc ça, c'est le stage. Et le truc, c'est que il faut se mettre à l'évidence, allez-y, il faut se mettre à l'évidence que en Tunisie, comme dans beaucoup de pays, il y a un rapport de pouvoir qui n'est pas en votre faveur en tant qu'étudiant. L'entreprise, elle est en position de force et les chercheurs de stage ou chercheurs d'emploi sont en position de faiblesse. Pourquoi? Parce que la demande, elle est supérieure à l'offre, tout simplement. Et qu'il y en a plein de personnes qui veulent trouver des stages. Et donc, je sais comment ça marche généralement. Lorsque une université est conventionnée avec une entreprise et l'entreprise accepte de prendre quelques étudiants en stage, généralement le DRH, il demande à l'entreprise de lui envoyer des CV. Donc l'entreprise lui envoie, l'université, excusez-moi, lui envoie une dizaine de CV et le DRH ou la personne qui recrute va les voir et il va choisir un. Ou des fois, on choisit personne. D'accord? La question qui se pose, comment vous allez faire pour que vous soyez vous qui sera choisi pour ce stage-là? Et plus l'entreprise elle est prestigieuse, elle est grande, elle est réputée, elle est de renommée, plus les critères seront difficiles. Sachant que tout le monde est en master, tout le monde a eu une licence, tout le monde a eu un baccalauréat. Vous êtes tous un peu pareils parce que vous êtes étudiants au début de votre vie professionnelle et votre carrière professionnelle. Et donc, qu'est-ce qui va faire en sorte que je choisis vous ou quelqu'un d'autre? Donc, la réponse, elle est simple. Puisque le CV et la lettre de motivation, ce sont vos ambassadeurs, c'est eux qui vous représentent, vous ne serez pas directement invité à suivre un entretien, il faut se faire vendre à travers ces documents-là. Non en répétant ce qu'on sait déjà, on sait que vous avez un baccalauréat, sinon vous ne serez pas là, d'accord? Mais en mettant en valeur qu'est-ce que vous avez en plus, d'accord? Et c'est ça, ce que vous avez en plus, qui va faire en sorte que vous serez choisi par le DRH ou par le recruteur pour avoir ce stage-là. Et là, je vais vous montrer un exemple qui est une publicité, qui est un peu... J'utilise ça pour ce genre de cas de figure, qui va vous montrer un peu qu'est-ce qu'il faut faire. Attendez, s'il vous plaît. Juste une publicité qui est un peu intéressante. Et j'aimerais bien par la suite qu'on discute quelle est la moralité. C'est bon, vous voyez ? Non, non, attendez.
Bien, moralité. Donc la publicité, qu'est-ce qu'elle a montré? Elle a montré quelqu'un qui est allé passer un entretien d'embauche. Il s'est assis, il a trouvé tout le monde qui était devant lui, qui se ressemble un peu, on dirait des clones, costard cravate, tiré à 4 épingles, et tout le monde a fait des études, tout le monde a des CV, tout le monde a un master, une licence, je ne sais pas quoi. Et il a levé un peu la tête, on ne vous montre pas ça au début, parce que c'est ça la chute à la fin, et il a vu qu'il y a des portraits accrochés sur le mur qui est derrière les candidats, où il y a les portraits des principaux dirigeants à travers l'histoire. On ne vous montre pas le truc, mais on vous montre que le gars était allé acheter la lame à raser, qui est très bien parce qu'elle permet de raser une tête d'un seul coup, d'accord? Et il est revenu chauve. Et les gens n'ont pas compris. Mais lorsque la porte s'est ouverte, et ils vont vous en montrer, vous avez compris que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a créé? Oui, un lien de ressemblance. Mais par rapport aux autres? L'appartenance. Une différence. Mais la différence, elle peut être négative. Ici, c'est une différence qui est... Est-ce que lorsqu'on est chauve, c'est positif? Par rapport à l'entreprise. Très bien. Comment on appelle ça? Un atout. C'est ça le mot, un atout. Un atout, c'est lorsque vous avez une force, une différence positive qui peut être utile dans une situation bien déterminée. Donc, lorsque la porte est ouverte et le gars il est sorti et il est chauve, et tout le monde qui a occupé ce poste dans l'entreprise est chauve, donc lui il sera recruté parce qu'il a ce côté, ce plus qui est subjectif en fin de compte. Ce n'est même pas objectif. Et malheureusement, lorsque on recrute, que ce soit lorsque je dis je recrute, c'est-à-dire je vous prends en stage ou je vous prends en embauche, hein, c'est un peu la même chose. La première décision se fait d'une manière subjective. Moi, je peux vous dire que lorsqu'on a un CV, la première chose, on regarde le CV, on le juge pendant 10 à 15 secondes d'une manière subjective parce que mon jugement va être est-ce que ce CV il est assez bien foutu et assez, comment dire ça, vendeur, intéressant, agréable, pour pouvoir aller après les 15 secondes pour lire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Dès le départ, si le CV, le format, on appelle ça le format, la forme du CV n'est pas intéressante, je ne vais pas aller vers le fond. Si la forme du CV est intéressante et je vais vers le fond et je trouve que le fond n'est pas intéressant, c'est fini. Par contre, si je vais vers le fond et je trouve que le fond il est intéressant, on peut passer à l'étape suivante. Donc la première chose, c'est de se mettre en valeur. Comment? À travers la forme du CV, qui est très importante, mais n'est pas la plus importante, mais elle est éliminatoire. Ça veut dire que si ce n'est pas bon, au début, je peux vous écarter, bien que vous soyez très brillant et très bien et très compétent, mais vous n'avez pas su vous vendre à travers ça. Donc le CV, c'est un peu... Il y a un peu une espèce de packaging, si j'utilise un langage de marketing. C'est un peu l'emballage. Donc l'emballage, ça peut être un très bon produit, mais il est mal emballé. Je ne veux pas le consommer, je ne veux pas l'acheter. Je peux acheter un produit parce qu'il a un très bon emballage, mais par la suite, ça peut être un bon produit ou un mauvais produit. Mais ce qui est sûr, s'il n'y a pas un bon emballage, je ne vais pas l'acheter. D'accord? Donc il faut raisonner dans cet esprit-là. Donc je reviens. La première chose... On enlève Wilkinson, on n'a plus besoin de Wilkinson, c'est fini, voilà. Donc je reviens à ma présentation. La première chose, il faut que vous réfléchissez un peu et que vous recensez vos atouts. Vous vous posez la question, autre mon cursus, mes diplômes, tout le monde en a. Qu'est-ce que j'ai de plus et qu'est-ce que je peux offrir? Et quelles sont les choses que j'ai faites dans ma vie qui peuvent être utiles pour l'entreprise? Et détrompez-vous, il y a des choses que vous ne pensez pas qu'elles sont utiles et qui peuvent être très utiles. Utile, je ne sais pas, peut-être le mot il est fort, mais ça peut vous départager. Ça peut faire en sorte que vous serez choisi plutôt que quelqu'un d'autre. Donc, ce que je suis capable de réaliser en fonction de mon niveau et mon domaine de formation, de mes atouts acquis grâce à des jobs, activités associatives, sportives, qui pourraient intéresser une entreprise. Par exemple, quelqu'un qui fait du sport et quelqu'un qui dit sur son CV qu'il a été d'une équipe de football.
d'université. Bon, a priori, par exemple, si je vais recruter un auditeur, rien à voir. Mais moi, je dis, s'il a fait du sport, et si c'est déjà, il a fait du sport, et c'est un sport de compétition, le football, donc c'est un compétiteur, et s'il a été capitaine de son équipe, donc il a le profil de leader, il a les qualités de leadership. Et donc, tiens, c'est intéressant. Si quelqu'un, par exemple, a fait des choses dans la vie associative, a été membre d'association, par exemple, a participé à une opération de collecte de dons ou de ramassage d'ordures, et une entreprise s'intéresse à la RSE, à la responsabilité sociale de l'entreprise, ça peut être intéressant. Donc il faut dire, voilà, par exemple, si quelqu'un a fait des jobs saisonniers, il a été saisonnier, même pour être serveur, par exemple, c'est quelqu'un qui veut compter sur lui-même et trouver de l'argent à travers des jobs d'été. Donc, il ne faut pas craindre d'avancer ces choses-là. Ces choses-là peuvent être utiles et peuvent être présentées comme des atouts qui vont faire en sorte que vous serez choisi plutôt que quelqu'un d'autre. D'accord? Donc voilà. Donc réfléchissez. Et qu'est-ce que vous avez fait? Quelles sont les choses que vous avez fait dans les clubs de l'université, la vie associative, le sport? Quels sont les soft skills que vous avez? Quelles sont les qualités personnelles que vous avez? Bien. Une fois que vous avez fait cette réflexion, il faut se préparer pour vous faire vendre. Et comme je vous ai déjà dit, c'est le CV et la lettre de motivation qui vont faire en sorte que vous serez retenu plutôt que quelqu'un d'autre parce que malheureusement pour vous, ils sont vos ambassadeurs. C'est le seul lien qui sont entre vous et le recruteur. D'accord? Et là, on va parler maintenant du premier outil de communication qui est le CV. D'accord? Donc le CV, on va laisser ça de côté. Avant, il y avait une mode selon laquelle plus le CV était lent, mieux c'est. Parce que lorsqu'il est lent, vous avez beaucoup de choses à dire parce que vous avez fait beaucoup de choses. Il y a quelques années, cette mode s'est terminée. La tendance actuellement, c'est que le CV doit se faire sur une seule page. Et ça a été lancé par le PDG de Yahoo, qui a publié en ligne son CV. Et la dame, elle a pratiquement travaillé dans toutes les grandes entreprises de la Silicon Valley et elle a un CV de une page. Et aujourd'hui, on recommande les CV d'une seule page. D'accord? Donc ça, c'est un exemple de CV. D'accord? Donc c'est un template, ça veut dire que c'est une sorte de canevas, voilà, de document que vous pouvez remplir avec vos informations. Tout à l'heure, j'ai dit à ceux qui étaient avec moi que je vais, si vous voulez, le mettre à disposition de l'administration pour le partager avec vous, comme ça vous pouvez l'utiliser pour créer vos CV. D'accord? On va prendre un exemple. Un exemple d'une parente, d'accord, qui veut changer d'emploi. Donc voilà. Elle a quelques années d'expérience dans une entreprise et elle veut changer d'air, elle veut trouver une meilleure opportunité, etc. Et donc elle a envoyé son CV plusieurs fois, elle a envoyé une centaine de candidatures dans des entreprises différentes, elle n'obtenait pas d'entretien, etc. Et elle s'est dit peut-être que c'est le problème de CV. Donc elle m'a contacté, bon je ne suis pas quelqu'un qui est responsable de l'édition des CV, mais je l'ai aidé parce que c'est une parente. Et je vous montre son CV. Regardez, le CV, il est insipide, il est monotone. Regardez, il est sur... voilà. Et moi, je lui ai changé son CV. Voilà. C'est pas pour me vanter, mais je ne sais pas, coïncidence ou pas coïncidence. Après, avec le nouveau CV, elle a obtenu 5 entretiens. Elle a réussi à être embauchée et d'avoir un emploi où elle gagnait le double de ce qu'elle gagnait. C'est pas que le CV a changé ma vie, non, non, c'est pas ça. Mais parce que elle s'est vendue mieux, parce que c'est la première chose. La première chose, c'est votre CV. Après, on va voir est-ce que vous êtes une bonne personne ou pas. D'accord? Donc voilà. Donc je reviens. Bien qu'il y a des templates, etc., il n'y a pas un modèle type de CV. Et les CV peuvent changer selon le domaine.
Par exemple, le CV d'un universitaire n'est pas comme le CV d'un ingénieur en développement informatique, ou le CV d'un designer, ou le CV de quelqu'un qui est comptable, auditeur. Il n'y a pas un modèle type. Hein. Il y a un agencement qui peut être différent, mais les grandes lignes, ils sont les mêmes. Le CV n'est pas un catalogue. Il doit mettre en valeur vos atouts en fonction du poste visé. Et là, vous pouvez par exemple changer votre CV pour mettre en avant certaines choses plutôt que d'autres choses en fonction du poste visé. Donc il y a des gens qui font l'erreur d'avoir le même CV alors qu'ils postulent pour des emplois différents. Quelque chose de très important, on ne ment pas sur son CV. Le mensonge ne doit pas exister. Je ne parle pas, par exemple, des gens qui vont mentir sur leur diplôme. Non, ça, c'est pas possible parce que c'est facilement vérifiable. On vous demande des diplômes. Vous avez dit, par exemple, que vous avez travaillé dans telle ou telle entreprise. On peut les contacter par téléphone. Vous pouvez mentir, par exemple, je sais pas, je ne parle pas de stage, mais je parle pour quelqu'un qui est déjà actif et qui veut changer d'emploi. Par exemple, on vous demande combien vous gagnez dans votre précédente entreprise, vous allez dire, je sais pas, je gagne 1000 dinars par mois, alors que vous gagnez réellement 500 dinars. Et vous dites ça pour avoir plus que 1000 dinars, d'accord? Mais on peut vérifier ça facilement en contactant la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, et on va voir combien il y a de versements et on va déduire votre salaire. Donc ça, c'est des mensonges du genre arnaque, ça c'est pas possible. Mais moi je parle plutôt des mensonges light, qui ne sont pas bons aussi, il faut les éviter. Par exemple, quelqu'un qui dit j'ai un très bon niveau en anglais, d'accord? C'est une chose récurrente chez les étudiants. Voilà, il y a ce problème-là. Pendant l'entretien, la personne vous dit you said in your resume that you have a good level of English, so let's switch in English. Please, introduce yourself in English. Et là, vous allez dire my name is I don't know. C'est cuit. Donc, vous dites que j'ai un niveau faible en anglais, mais je suis en train de suivre une formation en anglais, donc je sais que j'ai un problème et je me soigne. Et là, ça change. Au lieu d'avoir quelqu'un qui a un mauvais niveau en anglais, on a quelqu'un qui est conscient de ses faiblesses et qui cherche à s'améliorer. Et la perception, elle change 360 degrés. D'accord? Donc il ne faut pas mentir sur son CV. Le conseil que je vous dis, pourquoi? Parce que ça se détecte facilement. Soit tout de suite, soit après. D'accord? Voilà. Être une photo de face, un portrait, comme la photo qui existe sur votre carte d'identité nationale ou votre passeport. Ce n'est pas une photo pour Facebook. D'accord? C'est une photo qui doit être professionnelle. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, les emails. Tout ce qui est princesse 1530 je sais pas, voilà.fr, c'est à bannir. Vous devez avoir un email professionnel qui est généralement nom, prénom, je sais pas, gmail.com, yahoo.fr, des choses comme ça. Donc, si vous ne trouvez pas ça, mettez une initiale, w.benerjab@gmail.com par exemple, d'accord? Mais tout ce qui est 500, 1985, des choses comme ça, et surtout princesse, loup solitaire, je sais pas, ça vous décrédibilise et c'est pas bien du tout, d'accord? Donc, il faut toujours que ce soit quelque chose qui vous vend, c'est ça l'idée. Bien, maintenant on va aller un peu dans le détail. Donc, il y a quelque chose d'autre que j'ai oublié de dire et je me rappelle de ça. Des fois, on trouve des CV où le titre du CV, c'est CV, Curriculum Vitae. On sait que c'est un CV. Donc, ça ne sert à rien de dire que c'est un CV. Absolument. Donc, le titre du CV doit être votre prénom et votre nom. D'accord? Il doit porter donc votre prénom et votre nom, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, je reviens. Voilà, Henry Goodman. Et ici, il met Web Developer. Donc, on voit qu'il n'a pas écrit CV. D'accord? Donc, ici, vous mettez votre prénom, et pas nom, prénom, prénom et nom. Donc, les rubriques de votre CV. Les coordonnées, donc votre adresse physique, votre téléphone, si
vous postulez pour un poste qui est dans un pays différent, il ne faut pas oublier de mettre l'indicatif téléphonique de votre pays, d'accord? Votre email, comme je l'ai dit, il faut que ce soit un email professionnel. Après, vous avez votre âge. Moi je ne préconise pas l'âge. Vous mettez votre date de naissance, c'est mieux. Pourquoi? Parce que si vous mettez l'âge, vous devez changer votre CV chaque année. D'accord? Et donc, c'est statique l'âge. Donc, vous mettez votre date de naissance, éventuellement votre nationalité et votre situation familiale. La situation familiale, célibataire, marié avec des enfants, etc. Ça peut être intéressant. Certains emplois, on aimerait bien avoir des gens qui ne sont pas mariés, qui sont célibataires. Surtout lorsqu'il y a une cadence de travail, lorsqu'il y a des déplacements, etc. Ça sera un avantage pour vous pour dire que je suis célibataire. Ça veut dire quoi célibataire? Que je n'ai pas d'attache, que je n'ai pas d'enfant, que mon enfant ne risque pas de tomber malade. Malheureusement, c'est discriminatoire, mais c'est le cas. Moi, je vous dis qu'est-ce qui se passe réellement dans l'entreprise. D'accord? Donc, préciser la situation de famille, ça peut être utile. Après, vous pouvez faire une petite description sur ce que vous êtes ou ce que vous voulez. Par exemple, dans votre cas, vous n'êtes pas encore diplômé, c'est-à-dire votre diplôme, vous allez l'avoir normalement, voilà, vous êtes en M2, la fin de l'année, d'accord? Donc, vous dites que vous allez, vous êtes pour être auditeur, pour être chef comptable, pour être gestionnaire de systèmes d'information, de réseau, je ne sais pas. Donc vous vous décrivez un peu personne polyvalente, caractérisée par le sens de la perfection et du travail bien fait, qui s'intéresse à tous les métiers de la finance, de la comptabilité, comme par exemple chef comptable, auditeur, réviseur, je ne sais pas, donc ça dépend. Donc il y aura une petite description qui n'est pas longue, où on montre un peu qu'est-ce que vous voulez faire, surtout lorsque je vois des diplômes comme CCA, parce que CCA, vous pouvez faire beaucoup de choses. D'accord? Et voilà. Voilà. Donc c'est pas obligatoire, mais ça donne plus de peps à la candidature. D'accord? Bien. Après, on passe à la formation ou au cursus. Vous pouvez appeler ça formation ou cursus. Donc l'idée, elle est simple. Dans le CV, on commence toujours par le plus récent et on va vers le moins récent. Donc par exemple, vous allez commencer par 2018, master professionnel en je ne sais pas quoi, Université internationale privée de Tunis, et vous allez mettre entre crochets en cours, voilà, pour comprendre un peu que vous allez terminer votre diplôme bientôt, mais vous ne l'avez pas déjà. Et après, vous allez mettre votre licence. Donc, mon conseil, c'est que vous faites un choix. Soit vous mettez le mois et l'année et vous terminez avec ça tout le CV, ou vous mettez juste l'année et il faut que ce soit toujours l'année. C'est-à-dire pas une fois l'année, une autre fois le mois et l'année. Il faut être uniforme, hein, d'accord? Donc qu'est-ce que vous allez mettre, comme je vous l'ai dit? Généralement, le diplôme, le nom de l'université ou la faculté ou l'institution universitaire. Si vous avez quelque chose que vous voulez faire valoir comme une mention, par exemple, ou un rang, un classement, par exemple, major de promotion, mettez-le. Ça ne peut que améliorer votre candidature. Ça ne veut rien dire hein, sur le plan concret, mais c'est valorisant, d'accord? Lorsque je vois major de promo, je dis oui, c'est quelqu'un qui est brillant, qui veut être le premier. Donc voilà, on est dans ce genre d'esprit. Si jamais, dans le cadre de vos diplômes, vous avez fait un travail de recherche ou un projet de fin d'études, donc sous l'intitulé du diplôme et l'université et l'année, vous pouvez mettre mémoire de PFE, 2 points, l'utilisation des normes IFRS dans le cadre du tourisme, je ne sais pas, je parle de la CCA, cas des entreprises, des hôtels en Tunisie. Donc si vous proposez ça à un hôtel, il va dire, tiens, il a fait ça pour les hôtels, ça peut être intéressant. Donc vous pouvez mettre les travaux que vous avez faits, surtout par exemple pour vous en matière de licence, d'accord, si vous avez eu un PFE.
Voilà. Si vous avez fait des études dans des pays différents, comme c'est le cas de certains d'entre vous, mentionnez le pays après l'université. D'accord? Université internationale privée de Tunis, Tunisie. Et là, vous mettez pour la licence ou pour le baccalauréat le pays dans lequel vous avez fait vos études. Après, on passe à quelque chose qui vous manque. D'accord? Et on va parler de ça. On appelle ça l'expérience professionnelle. D'accord? L'expérience professionnelle. Donc, dans votre cas, ça sera tous les stages et toutes les activités extra-universitaires. Ça veut dire tout ce qu'on ne vous a pas demandé de faire dans le cadre de l'université. Donc, les stages que vous avez faits, même chose, on commence du plus récent et on va vers le moins récent. Donc, vous mettez, par exemple, je ne sais pas, 2016, stage, 2 points, l'entreprise tunisienne de l'électricité, je dis n'importe quoi, entre parenthèses 1 mois, d'accord, et vous mettez rapidement les principales tâches, par exemple classement des factures, réception des dossiers, vérification de je sais pas quoi, les mots-clés qui font en sorte qu'on comprend ce que vous avez fait pendant le stage. Bien sûr, vous n'allez pas préparer le café, faire les photocopies, etc. Ce n'est pas valorisant. On n'est pas en train de mentir, mais on dit une demi-vérité. Donc il y a une petite nuance. D'accord? Bien. Si vous avez épuisé, vous avez fait un seul stage ou vous n'avez pas fait de stage du tout, ce n'est pas grave. Ça sera, pensez un peu à ce que vous avez fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que vous avez fait un job de saisonnier? Est-ce que vous avez été dans la société civile? Est-ce que vous avez été un membre de club? Est-ce que vous avez été membre d'association? Est-ce que vous avez participé à quelque chose? Voilà, donc il faut réfléchir par rapport à ça. Expérience extra-professionnelle, c'est pour le cas des gens qui ont une expérience professionnelle riche. Donc ils font la différence. Pour vous, c'est un peu la même chose. Après, on passe à tout ce qui est soft skills et hard skills, l'informatique et les langues. Donc je commence par l'informatique. Un conseil que je vous donne, que je trouve dans beaucoup de CV, les gens ils mettent informatique, Internet. Qu'est-ce que ça veut dire? Facebook? YouTube? Mais ça ne veut rien dire. Donc aujourd'hui on ne parle plus d'Internet. Internet c'est plus une compétence. D'accord? Mettez plutôt les logiciels que vous maîtrisez et qui peuvent être quelque chose que les gens ne maîtrisent pas généralement ou qui peuvent être utiles. Par exemple, je sais que ici on fait des formations sur SAP, etc. Voilà, donc mettez ça en avance. Si vous avez une certification, tant mieux. Vous allez dire certifié en SAP, je ne sais pas, premier niveau, deuxième niveau, je ne sais pas comment ça marche. D'accord? Si vous maîtrisez d'une manière avancée, Excel par exemple, mettez ça. Si vous maîtrisez tel ou tel logiciel, je ne sais pas, SPSS, Sage pour les gens qui font comptabilité, mettez ça. Donc tous, mais il ne faut pas mentir. Voilà, comme je l'ai dit, il ne faut pas mentir. Après, on a tout ce qui est langue. Comme je l'ai dit, mettez votre niveau de langue, soyez honnête et soyez réaliste. Mettez votre niveau, comment dire ça, d'une manière très objective. Vous pouvez soit dire, voilà, débutant, moyen, avancé, proficient, comme on dit ça en français, maîtrise totale, voilà, maîtrise totale ou natif, c'est comme si vous parlez la langue comme votre langue maternelle, d'accord? Et si vous avez des certifications, ça veut dire par exemple vous avez passé le TOEFL, le TOEIC, voilà, donc c'est des certifications américaines d'anglais. Mettez, si vous avez fait des études, des formations de langue dans des centres réputés, par exemple, je ne sais pas, le British Council, Amidist, etc., vous mettez que vous avez atteint tel ou tel niveau. Donc c'est valorisant, d'accord? Bien. Donc, ça c'est le CV. Il y a quelque chose que les entreprises demandent aussi, c'est la lettre de motivation. Personnellement, lorsque je recrute, je ne la demande pas. D'accord? Pourquoi je ne la demande pas? Pour deux raisons. La première raison, c'est parce que je n'ai pas le temps de la lire.
Et la deuxième raison, c'est parce que, et ça je ne vous le conseille pas, j'ai trouvé que beaucoup de gens rentrent sur Internet, cherchent une lettre de motivation et ils font du copier-coller. D'accord? Et ça m'est arrivé de tomber sur plusieurs lettres de motivation qui sont identiques, exactement identiques. Et là, c'est pas bon pour le candidat. Donc, moi, dans mes annonces d'emploi, lorsqu'on a recruté, etc., je ne demande pas la lettre de motivation parce que, pour moi, comme je vous ai dit, elle n'apporte pas une valeur ajoutée. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui le demandent. D'accord? Et vous devez préparer une lettre de motivation. Donc, il faut la rédiger. Donc, mon premier conseil, ne pas chercher sur Internet et ne pas faire du copier-coller parce qu'il y a des gens qui vous ont devancé et qui ont fait ça. Et ça ne sert à rien de faire la même chose. D'accord? La lettre n'est pas la répétition du CV. Donc, ce n'est pas l'objectif de dire j'ai fait, j'ai eu, j'ai obtenu, etc. Non. La lettre, elle a un objectif différent du CV. Comme son nom l'indique, la lettre s'appelle la lettre de motivation. Elle doit montrer que vous êtes motivé, que vous voulez ce stage, que vous voulez ce job, que vous êtes la bonne personne pour avoir ce stage ou ce job. Donc, elle doit susciter l'envie de vous rencontrer. Donc, tiens, c'est un candidat intéressant. Bon CV, bonne lettre de motivation. Donc, j'aimerais bien que je vois ce candidat en direct, à travers un entretien, pour voir qu'est-ce qu'il a à nous apporter. Elle permet aux recruteurs de connaître les raisons de votre candidature. Donc voilà, quelles sont les motivations que vous avez, pourquoi vous voulez ce stage. Donc le stage, il ne faut pas dire je dois avoir ce stage parce que je dois faire mon PFE. Non, l'entreprise n'est pas là pour vous rendre service, malheureusement. L'entreprise doit gagner quelque chose de vous en retour. Donc vous devez faire du marketing, vous devez miroiter d'autres choses. La lettre, elle doit tenir sur une page et être signée. D'accord? Donc tout à l'heure, je vais vous montrer un peu comment se présente une lettre. Donc vous devez mettre votre nom en bas, à la fin, et signer. Après avoir lu votre lettre, le recruteur doit pouvoir répondre à ces 3 questions. Pourquoi m'écrit-il, elle, à moi? C'est un élément très très important. Donc pourquoi vous m'écrivez? Et là, par expérience, je trouve des cas de figure qui sont un peu répétitifs. Donc par exemple, il y a des gens qui écrivent des lettres de motivation qui sont tous adressées à la même personne, peu importe l'entreprise. Monsieur le président, directeur général. Donc déjà on suppose que c'est un homme, monsieur. 2, que c'est la même personne qui fait directeur général et président du conseil d'administration. C'est pour ça qu'il s'appelle PDG, d'accord? Et 3, que c'est lui qui recrute, alors que ce n'est pas le cas. Donc, mon premier conseil, identifiez qui est votre interlocuteur et à qui vous allez envoyer la lettre et à qui s'adresse la lettre. La réponse, elle est simple. Pour votre cas, pour le cas des stages, vous devez cibler 2 personnes. Généralement, le DRH, parce que généralement les départements contactent le DRH pour lui dire on a tel ou tel nombre de stages à offrir et le DRH va faire la gestion, la logistique, etc. Et le supérieur ou le directeur, le responsable du département, par exemple, je ne sais pas, CCA, ce sera directeur financier ou directeur administratif et financier. Vous, ce sera le directeur technique, directeur informatique, des choses comme ça. Donc, l'idée, elle est simple, de dire à l'intention du directeur administratif et financier ou directeur financier, sous couvert du directeur des ressources humaines. Sans préciser madame, monsieur, puisque vous ne le savez pas. L'idéal, c'est de savoir quelle est la personne et de la citer. Bon, avant, c'était impossible. Aujourd'hui, c'est possible. Avec le réseau LinkedIn. Sur LinkedIn, vous pouvez faire une petite recherche, vous pouvez trouver telle personne, tel poste, telle entreprise. Vous pouvez même cibler. Et ce conseil, je vous le donne, pas pour le stage, parce que pour le stage, c'est l'université qui va contacter les entreprises. Et c'est à vous d'être choisi parmi tous les CV que l'université va envoyer.
Mais plus tard, pour l'embauche, et ça le plus important, l'idéal c'est d'avoir à monsieur XY, directeur des ressources humaines ou directeur technique, etc. Et là, ça montre que vous avez cherché et que vous connaissez votre vis-à-vis et que vous êtes curieux et vous avez de l'initiative. Et ça, c'est un bon point. D'accord? Bien. 2. Qu'est-ce que elle ou il a de plus que les autres? Pourquoi vous? Pourquoi plutôt quelqu'un d'autre? D'accord? Donc, il faut mettre en valeur vos atouts. Que veut-il, elle? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez un stage, une embauche, je ne sais pas, une immersion en entreprise, vous voulez me rencontrer, vous voulez juste envoyer votre CV. Donc voilà, il faut préciser ces choses-là. Donc, la première chose, expliquer les raisons, les motivations de votre candidature, essayez de vous faire vendre et expliquer à la fin qu'est-ce que vous cherchez. Donc, avant de... Voilà, donc on va mettre ça de côté. Je ne sais pas si je peux effacer ou pas. Normalement, j'ai. Non, je n'ai pas. La structure d'une lettre de motivation. Je peux effacer. Non, j'ai rien. Donc, c'est pas grave. Comment se présente? Oui, ce serait bien. Merci. Comment se présente une lettre de motivation? En anglais, on appelle ça cover letter. Si je traduis ça en français, ça sera lettre de couverture. D'accord? Ça ne veut rien dire. Mais c'est comme un peu un journal ou un magazine. Il y a ce qu'on appelle la une. C'est le journal, par exemple, lorsqu'il est plié et dans un kiosque à journaux, généralement, le choix du titre et le choix de l'image, c'est très très important. D'accord? C'est ça ce qui va faire en sorte que vous allez choisir tel ou tel journal. Donc, ça sera un peu comme votre couverture, la une. Donc, la lettre de motivation, elle se présente comme ça. Donc, ici, vous mettez votre adresse, email, téléphone, ce qu'on appelle le contact. D'accord? Donc vous mettez ça. Vous mettez ça à droite, en haut. Vous mettez ici le nom de l'entreprise et son adresse. D'accord? Bien sûr, on a oublié... voilà, ici vous mettez quoi? La date et le lieu. Tunis, le 12 janvier 2018. Ici, vous mettez à l'intention de, et on a expliqué, vous pouvez mettre sous couvert du DRH, directeur des ressources humaines, et il faut préciser quoi? L'objet. D'accord? L'objet. L'objet, dans votre cas, demande de stage. D'accord? Donc là, on aura le corps de la lettre. Et à la fin, vous allez avoir votre prénom et nom et la signature. D'accord? Donc voilà. Votre adresse, vos coordonnées, le contact, le nom de l'entreprise, l'adresse, la date. Ça ne sert à rien de dire, de mettre un titre lettre de motivation, on le sait, ça ne sert à rien. À l'intention de directeur financier, sous couvert directeur DRH, objet demande de stage, la lettre et à la fin votre nom et prénom et la signature. D'accord? Ça se présente comme ça. C'est bon? Bien, donc on revient à la présentation. Donc, comme j'ai dit, il y a 3 questions auxquelles on doit répondre dans la lettre de motivation. Et donc, il y a 3 parties. Première partie, ce qu'on appelle une accroche, ça veut dire une petite introduction dans laquelle vous allez expliquer pourquoi vous avez choisi cette entreprise
montrer que vous êtes renseigné et que vous connaissez l'entreprise. Par exemple, j'ai choisi cette entreprise parce qu'elle est le leader dans ce secteur d'activité. J'ai choisi cette entreprise parce qu'elle est réputée d'avoir un système d'information et d'accorder une importance. J'ai choisi cette entreprise parce qu'elle est une entreprise socialement responsable, parce qu'elle est une entreprise qui croit aux étudiants et au futur, etc. Donc voilà, vous expliquez un peu pourquoi vous avez choisi cette entreprise-là. Et généralement, il ne faut pas dire j'ai choisi cette entreprise parce qu'elle est prestigieuse. Non, les arguments bateaux qui collent à tout le monde, mettez-vous toujours à la place de celui qui vous juge. Il envoie chaque jour des candidatures spontanées, des demandes d'emploi, des demandes de stage. Et donc tout ce qui se répète, il ne faut pas le faire. Donc il faut surtout se démarquer, sortir du lot, comme le gars qui s'est rasé les cheveux. Rappelez-vous, il ne faut pas oublier. Voilà. Après, l'argumentaire. L'argumentaire, on a deux types d'argumentaire. Ça peut être une candidature spontanée. Donc vous, dans le cadre de demande de stage, c'est une candidature spontanée, parce que l'entreprise, pas forcément, elle a besoin de stagiaires. Ou ça peut être une réponse à une annonce. Et là, c'est l'entreprise qui a posté une annonce et vous répondez à cette annonce. Donc ça se ressemble, mais c'est un peu différent. Candidature spontanée, vous allez vous vendre. Vous allez démontrer votre valeur. Donc vous allez créer le désir de passer à l'étape suivante dans le cadre d'une embauche qui est l'entretien. Donc en proposant une offre de service, mission à réaliser, action à mener, vous atouts en fonction du besoin identifié. C'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous apportez et qu'est-ce que vous avez fait par rapport à ça qui fait en sorte que vous êtes le bon candidat. Si c'est une réponse à une annonce, ça veut dire l'entreprise a déjà expliqué un peu qu'est-ce qu'elle cherche, qu'est-ce qu'elle veut. Parce que dans une annonce de recrutement, on met le profil du candidat, les tâches, les missions, etc. Donc pour chacun des critères du poste, citez dans une phrase courte une réalisation, une expérience ou un savoir-faire tiré de votre CV. Je ne sais pas, par exemple si on cherche un commercial et vous n'avez jamais fait de commercial, mais vous avez été membre d'un club à l'université qui a organisé une soirée gala et qui a cherché des sponsors. Le fait d'aller chercher des sponsors, ça fait partie un peu des métiers que font les commerciaux, parce qu'ils frappent à toutes les portes et ils veulent vendre et obtenir de l'argent. Donc vous dire, voilà, j'ai déjà la fibre commerciale, dans le cadre du club auquel j'appartenais lorsque j'étais étudiant, il m'est arrivé de chercher du sponsoring et il fallait présenter le club et convaincre les gens de financer. Et c'était une expérience enrichissante parce qu'il s'agit de communiquer, d'attirer les gens, blablabla. Voilà, bien sûr, c'est du baratin, mais il faut que ce soit bien ficelé. Et enfin, une conclusion. Donc la conclusion, vous sollicitez l'entretien. Je suis à votre disposition pour toute information supplémentaire et éventuellement pour un entretien. D'accord ? Et une formule de politesse. Madame, monsieur, je vous remercie à l'avance du temps que vous avez consacré à l'examen de ma candidature et je vous adresse mes meilleures salutations. D'accord ? Voilà, cordialement. Donc voilà. Donc la lettre de motivation, c'est ça. Une accroche, pourquoi vous, et une clôture à travers une formule de politesse. Un conseil que je vous donne, je vais conclure sur ça et je vais ouvrir la voie aux questions si jamais vous en avez. Un conseil que je donne lorsque vous rédigez votre CV ou votre lettre de motivation, il faut faire attention de ne pas laisser des coquilles. Ça veut dire quoi des coquilles? Faute de français, faute de frappe, faute de syntaxe, etc. C'est très mal perçu parce que ça montre un peu votre niveau de soin et de perfection aux choses. Donc révisez-le et si vous avez la possibilité, donnez à quelqu'un d'autre de lire parce qu'à un certain moment on devient aveugle, on ne voit plus nos fautes tellement on est habitué, d'accord? Mais sachez que le recruteur, il va rapidement voir que vous êtes trompé au niveau de la grammaire, au niveau de l'orthographe. Et ça, c'est pas bien et c'est très mal perçu. Donc, essayez de réviser et ne laissez pas des coquilles qui vont diminuer votre valeur et la perception du recruteur. Et voilà, bonne chance et bon courage pour le stage. Donc, s'il y a des questions...